Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'actu. Il y a 5 ans, la Belgique était mise sous cloche, le premier confinement débutait. Chacun d'entre vous se souvient sans doute de ce qu'il a ressenti à l'annonce de ces restrictions de liberté. Mais aujourd'hui, qu'en reste-t-il? Est-ce que cette période a changé la société? Est-ce que cette période vous a changé? C'est le thème de Plus d'actu. Ce soir, on en débat avec nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Olivier Luminet. Bonsoir, vous êtes professeur de psychologie à l'UC Louvain. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir aussi Yahya Hachem Sami. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes directeur de la Ligue bruxelloise pour la santé mentale. Avant de vous poser la première question, je vous propose de découvrir quelques témoignages qu'on a recueillis aujourd'hui dans les rues de Bruxelles. Si on vous dit Covid, si on vous dit confinement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Écoutez ces réponses. Pour moi, la vie s'arrêtait. C'est tout d'un coup, on pouvait faire ce qu'on voulait, et puis après, on était vraiment... C'est pour ça que je vous dis, les premiers jours, ça allait. Mais après, quand on voyait que ça commençait à s'étirer, là, c'était dur. Ceux qui avaient un jardin étaient privilégiés, que c'était pas grave pour eux, et que ceux qui n'en avaient pas, c'était dramatique. Un gros traumatisme, je dirais. Le fait de rien maîtriser, d'être forcé à faire des choses et à ne pas faire des choses sans vraiment d'explication. Et puis, moi, on est suisse. Et je ne sais pas comment vous l'avez vécu ici, mais il y a eu une grosse scission en fait. Il y a eu un moment où les vaccinés pouvaient faire des trucs et les non-vaccinés ne pouvaient pas. Et ça a créé des scissions assez fortes au sein de la société qui étaient assez difficiles à vivre. Moi, très bon. Moi, j'étais ado et je restais à la maison tout le confinement, j'étais tranquille. Moi qui subissais du harcèlement scolaire à l'école, moi j'étais tranquille. Aucun mauvais souvenir dans le sens où j'ai pas perdu de proches, j'en ai pas souffert quoi. Beaucoup de souffrance j'imagine, c'était une drôle de période. Je me rappelle des mois de solitude, mais aussi plein de solutions trouvées, de trouver des manières d'aller acheter de la nourriture au magasin, de garder contact avec les potes, de faire des apéros sur Teams, ce genre de choses. Donc c'était beaucoup de souffrance et beaucoup de tentatives de joie. Voilà, tentative de joie, beaucoup de souffrance, d'autres qui n'ont rien ressenti. Olivier Luminet, s'il fallait dresser un portrait aujourd'hui de la population belge, quel pourrait être l'impact du Covid 5 ans plus tard, selon vous? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est difficile à mesurer complètement parce que les choses évoluent. Pendant le Covid, il y a des gens qui ont été très touchés, qui ont été très vulnérables, qui ont continué à l'être. Comme vous l'avez bien montré dans le reportage, il y a des gens qui en fait ont bien vécu cette situation. Et donc, on a besoin aussi d'un plus grand recul, mais globalement, une conclusion en tout cas, c'est que ça a eu un impact très fort et que ça continue à avoir un impact très fort sur une partie non négligeable de la population. Oui, quelle est la population la plus fragile selon vous aujourd'hui et qui subit encore le plus d'impact? Alors, les différents groupes d'âge ont subi un impact, c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est que l'impact sur les plus jeunes a été sous-estimé pendant longtemps. On a été vu pleinement qu'en 2021. Et le fait qu'il y a eu un peu de retard pour prendre en compte en fait, que dans cette population jeune, les conditions de confinement, les conditions de limitation des contacts sociaux ont eu un tel impact, on s'y est pris un peu tard et c'est certainement une erreur à ne pas refaire si jamais une situation comme ça se reproduisait. C'est un groupe qui a besoin de contact et donc le confinement, la réduction des contacts sociaux pour eux, c'est extrêmement dommageable pour leur santé Alors, mentale. vous qui avez un regard sur les différents centres de santé mentale, on les savait débordés avant, ils sont toujours débordés aujourd'hui. Vous pensez qu'il reste aujourd'hui un impact assez important aussi du Covid pour ces services? Oui, même si on ne sait pas forcément distinguer ce qui relève de l'impact du Covid 5 ans plus tard et de toutes les crises qui ont suivi, ce qui est clair, c'est qu'en dehors des questions d'âge, les catégories socio-économiques ont été touchées de manière très différente. Il y a une dame dans le reportage qui dit « ceux qui avaient un jardin étaient privilégiés, les autres pas ». Et effectivement, on voit que toute une série de personnes ont basculé dans la précarité ou ont vu leur situation se détériorer. Et ça leur pèse encore aujourd'hui parce qu'il y en a qui ont réussi à remonter doucement la pente au prix aussi d'énormément d'énergie qui pèse sur leur santé mentale. Et d'autres sont toujours en train de ramer. Ceux-là aussi, la santé mentale est fortement impactée. Alors Olivier Luminet, est-ce que ça a changé la société, cette crise du Covid ?
Elle a changé fondamentalement la société, elle a changé nos habitudes sur toute une série de manières d'être, de faire. Évidemment, le travail, c'est clair que ça a eu un impact majeur et toute une série de secteurs pour lesquels les relations sociales interpersonnelles sont profondément modifiées. Nos habitudes aussi interpersonnelles ont été modifiées. On voit que dans les aspects de sociabilité aussi, les choses ne sont plus exactement les mêmes. Donc il y a vraiment tout un impact sociologique, comme je vous disais avant, pour lequel il faudra un certain temps pour en prendre la pleine mesure, parce que quelque chose qui est tout à fait particulier avec cette crise du Covid, c'est qu'on l'a tous vécu. Et qu'en général, en tant qu'observateur ou chercheur, on a ce regard détaché, on observe une situation. Ici, on est tous impliqués. Et c'est d'autant plus difficile d'avoir les bonnes lunettes pour pouvoir tout comprendre quand tout le monde était impliqué à ce point-là. Oui, en préparant l'émission, vous m'avez dit aujourd'hui la société est plus méfiante, plus égoïste. Alors il y a eu deux moments, hein, et c'est ça qui sera intéressant aussi de mieux comprendre plus tard. Il y a eu d'abord cet élan de solidarité qui était très très fort, hein, toutes ces manifestations, d'applaudir le secteur médical, qui était une pratique courante, pas seulement en Belgique, mais dans toute une série d'autres pays. Et puis après ce grand élan de solidarité, on a vu une crise qui s'installait dans la durée, de plus en plus de difficultés pour toute une série de gens, et alors un espèce de repli sur soi, engendré aussi par le fait que les gens étaient entre eux dans leur maison, mais ne voyaient pas beaucoup de monde. Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu un retour à la sociabilité qu'on connaissait avant le Covid, en fait. Dans des habitudes de sortie, par exemple, que les gens avaient, aller au restaurant, au cinéma, etc. On n'est pas encore revenu vraiment à cette sociabilité d'avant 2020. Donc ça montre quand même que cet impact est long. On est en 2025. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on est sorti des mesures de restriction. On aurait pu penser qu'on allait revenir à l'avant, mais non. On y revient pas vraiment, en fait. Donc en termes de sociabilisation, ça aura des effets à très long terme, selon vous ? Pour certaines personnes ? Pour certaines personnes, certainement. Comme vous l'avez évoqué aussi, il y a toute une série de gens qui sont plus précarisés et pour eux, le retour à la normale est d'autant plus difficile. Pour les étudiants, le décrochage scolaire aussi. Une fois que ce décrochage commence à s'amplifier, le fait de rattraper le train en marche devient de plus en plus difficile. Donc il y a aussi des populations qui étaient fragilisées qui le sont encore plus. Oui, et vous avez cette impression-là aussi qu'il y a, pour certaines personnes, un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement dont il est très compliqué de sortir, même 5 ans plus tard ? Oui, je dirais même que ce sentiment de solitude n'est pas nouveau, mais que avec l'épidémie et toutes les conséquences, ça a aggravé toute une série de failles qui existaient dans la société. Et c'est vrai qu'il y a des catégories qui sont seules. Ce qui nous inquiète aussi en tant qu'acteurs de terrain, c'est d'entendre des discours qui effectivement mettent surtout en avant l'individu au détriment de mécanismes de solidarité, ce qui accentue aussi la solitude de toute une série de personnes qui sont laissées seules finalement face à leur situation et qui sont responsabilisées en disant si vous êtes là-dedans, c'est de votre faute. Oui, alors vous pointez finalement les effets à très long terme de cette crise Covid et pourtant on a l'impression, c'est vrai qu'aujourd'hui on le rappelle, mais pourtant on a l'impression qu'on a voulu tirer un trait finalement sur cette période. Dès qu'elle a été terminée, beaucoup n'ont plus voulu en entendre parler. C'est un réflexe, je dirais, assez normal, en fait, vu la situation qu'on a vécue. C'est un mécanisme psychologique normal, c'est qu'on essaie de mettre ça de côté. Il y a un peu de déni aussi là derrière. On n'évoque plus la situation, on essaie de revenir au plus normal des choses. Alors, j'ai toujours été prudent quand j'ai fait cette comparaison, mais néanmoins, le Covid, c'est la situation la plus exceptionnelle qu'on ait vécue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et si on fait une analyse poussée de ce qui s'est passé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, personne n'avait envie d'en parler. On a vécu dans une espèce de douce euphorie. Je pense qu'il y a un phénomène quand même un petit peu similaire ici. On doit vraiment sortir de cette période qui était traumatique quand même pour beaucoup de monde. Et progressivement seulement, certains souvenirs vont revenir. Et progressivement seulement, on pourra faire cette analyse aussi plus à long terme de tout ce que ça a eu comme impact. Pour le moment, je pense qu'on a tendance à sous-estimer cet impact. Oui, alors il y a effectivement un groupe cible que vous analysez en l'interrogeant sur le Covid, comment ils l'ont vécu et comment ils continuent à le vivre. Vous vous rendez compte de cette situation de déni au début de vos entretiens ? Alors on commence maintenant seulement à explorer la question de la mémoire, des souvenirs que les gens ont. On voit quelques phénomènes habituels par rapport à des situations émotionnelles difficiles, d'un tri dans les souvenirs. Ce qui est bien, ce qui est positif aussi, c'est que les gens arrivent quand même à enlever une partie des souvenirs négatifs et à reconfigurer un petit peu leur vision globale de cette période. Et dans cette sélection, les événements peut-être plus heureux, comme le premier confinement qui était certainement mieux vécu que le deuxième,
est plus souvent évoqué, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment frappant. Oui, alors pour vous, c'est difficile, hein, évidemment, de tirer un trait là-dessus, puisque quand vous en parlez, les centres de santé mentale sont encore confrontés à cette souffrance. Pour vous, ça s'inscrit dans le très long terme, vous pensez ? Oui, les enjeux de santé mentale dans les crises se déclenchent souvent, enfin se déclarent plutôt souvent après, avec un certain délai, et ils peuvent durer très longtemps. Comme le professeur Luminet l'a dit, ça peut se déclarer au bout de plusieurs années, et alors les gens sont surpris parce que ça déborde et ils viennent avec tout ce paquet qu'ils déposent, et alors il faut recommencer à tirer le fil, à dégonfler un peu les choses pour pouvoir petit à petit construire un chemin qui soit thérapeutique pour les personnes. La situation, vous disiez encore, j'ai envie de dire que la situation dans les services de santé mentale s'aggrave, c'est-à-dire que la saturation ne fait que s'accentuer, et ça c'est un phénomène face auquel on ne sait pas comment répondre, si ce n'est de nous tourner vers les politiques pour nous aider. Oui, alors on aura l'occasion de parler de ces politiques de prévention ou des choses à mettre en place, mais un mot tout de même sur ce que vous venez de dire, sur le fait que le premier confinement au mois de mars, il faisait plutôt beau, etc., a été mieux vécu. Pour vous, c'est vraiment le confinement d'octobre qui a fait le plus de dégâts ? Oui, pour plusieurs raisons. Donc le premier confinement, c'est une situation unique, nouvelle en fait, et on constate que quand les gens rencontrent une situation nouvelle, il y a presque un peu d'excitation par rapport à ça. C'est tellement spécial, c'est inouï, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu avant. Donc il y a eu un peu cette espèce d'étonnante euphorie, combinée au fait que, avec des différences, mais les gens qui avaient la possibilité de vivre dans un environnement assez agréable en ont vraiment profité. Les gens ont eu le temps d'avoir du recul, d'être plus connectés à la nature. Enfin, il y a tous ces éléments-là qui ont été bien mis en évidence. Et puis personne ne se doutait que ça allait durer aussi longtemps. Quand on a annoncé le déconfinement, on s'est dit c'est l'été, et puis ce sera juste un mauvais souvenir du printemps. Quand à la fin de l'été, on a commencé à évoquer une possibilité de deuxième confinement, quand c'était déclaré soudainement, qu'on nous a tout de suite fait comprendre que ça allait durer des mois, que ça allait commencer en octobre et qu'avant janvier-février, on ne serait pas sorti, là, évidemment, la chape de plomb était beaucoup plus lourde. Et en plus, on était en hiver, des journées courtes. Tout ça a joué beaucoup plus, avec en plus l'incertitude totale. Si on a un deuxième, il y en aura peut-être un troisième ou un quatrième. Donc vraiment, il a pesé beaucoup plus lourd dans la balance. Oui. Est-ce que vous avez l'impression, vous, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui a été mis en place, le mode de communication, qu'il y a des choses qu'on aurait pu éviter ou qu'il faudrait faire autrement, le cas échéant, si une nouvelle crise devait se produire, puisque c'est ce qu'on nous annonce quand une nouvelle pandémie nous guette un jour ou l'autre? Oui, il faudrait vraiment réévaluer les choses. Alors je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur des plans pour faire face au cas où, mais je pense qu'on n'a pas encore fait ce travail d'évaluation concrète de tiens, comment ça s'est passé, et de le faire de manière collective. C'est pour ça que je trouve que ce qu'on fait aujourd'hui, la commémoration des 5 ans, c'est un exercice important et qu'il conviendrait d'approfondir. Il faudrait pouvoir multiplier les études aussi qualitatives sur aller au cœur des vécus des gens pour pouvoir en retirer toute une série d'aspects, que ce soit sur le vécu émotionnel, mais aussi sur la façon dont les choses se sont organisées, les mesures qu'on a prises à la va-vite. Et j'ai l'impression que, en dehors peut-être de certains cercles initiés, cette évaluation collective n'a toujours pas eu lieu. Ce serait intéressant et important de le mener pour éviter de répéter les mêmes erreurs la prochaine fois. Oui, vous partagez cet avis, on manque d'évaluation sur la crise aujourd'hui? Alors je pense qu'il y a énormément de choses à évaluer, c'est la difficulté. Et donc il faudrait pouvoir les moyens de pouvoir tout évaluer dans toutes ces dimensions. Mais je vous rejoins certainement sur le fait que globalement, la gestion de la crise, et dans un premier temps était normale, a été confiée surtout à des gens qui avaient une expertise dans le domaine plutôt médical, et que tout l'impact psychosocial n'a pas encore été complètement évalué et a besoin de l'être, parce que si on se retrouve confronté à une crise comme celle-là, il y a quand même des questions importantes qu'il faudra se poser. Par exemple, pour moi, la question taboue de la fermeture des écoles, c'est quelque chose qui mérite d'être posé. Est-ce qu'on peut aller jusque-là, sachant les effets immédiats que ce genre de mesure peut avoir chez de jeunes enfants en termes de socialisation, par exemple. Oui, alors c'est vrai qu'à l'époque, on entendait les messages où on essaye pour les tout jeunes, les plus jeunes, on essaie de fermer les écoles le moins possible. Mais selon vous, dans ce processus de fermeture d'écoles, il y a des erreurs qui ont été faites. On a été trop vite pour les fermer. Bon, rétrospectivement, on voit quand même que dans le secondaire, il y a eu des fermetures beaucoup plus importantes.
Et on voit quand même toute une série d'effets en termes d'apprentissage, de compréhension critique de texte, etc. Enfin, on voit, par exemple, moi qui suis dans l'enseignement supérieur, je vois quand même quelque chose qui s'est passé manifestement. Ah oui, vous voyez un effet sur vos étudiants 5 ans après? Je vois quand même que par rapport notamment à des capacités de rédaction, de lecture critique de certains thèmes, il y a une véritable difficulté pour eux de se positionner. Oui. Et donc, c'est difficile de l'attribuer purement au Covid, mais on l'a vu aussi à l'école primaire. On voit à l'école primaire, en 6e primaire, les instituteurs et institutrices de 6e primaire voient quand même des retards de lecture chez ces élèves-là qu'ils n'avaient pas eu avant. C'est justement ceux qui étaient en première primaire au moment du Covid. Donc, il y a eu quand même ces effets qui ont été marqué et qu'il faudra absolument corriger parce que c'est la nouvelle génération qui est là, impactée fortement au niveau émotionnel et au niveau des apprentissages. Oui, et vous l'avez vu aussi, j'imagine que ce public jeune dans les centres de santé mentale, ce public-là a été plus important ou est encore très important aujourd'hui? Les professionnels sont étonnés encore maintenant de la gravité de toute une série de situations qui leur arrivent. Ils sont désemparés aussi parce qu'il y a plein de situations auxquelles ils n'arrivent pas à répondre. Et donc on a effectivement des jeunes qui sont dans des états graves, profonds, et pour lesquels il faut un accompagnement sur la durée pour leur permettre de pouvoir s'en sortir. Oui, alors de nouveau, qu'est-ce qui est dû au Covid? Qu'est-ce qui est dû aussi à plein de choses qui ont suivi? Qu'est-ce qui est dû également aux réactions que la société a eues ou n'a pas eues? Moi, je me souviens de la période du Covid qui était un moment où des gens ont écrit, mais après ça, les choses ne seront plus comme avant et on a envie de créer un nouveau monde. Et 5 ans plus tard, on a l'impression qu'on est non seulement revenu en arrière sur toute une série d'idéaux politiques, mais qu'on a même forcé un peu le trait, un peu comme des gens qui ont été privés de quelque chose et qui, quand les choses se réouvrent, se précipitent pour se rappeler comme c'était mieux avant. Et donc, il y a quelque chose comme ça de l'ordre d'un décalage que l'on sent socialement dans différentes couches de la population, et ça c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup parce que ça pose aussi les conditions de comment est-ce qu'on tire ensemble des évaluations de ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on construit des choses ensemble pour pouvoir s'en sortir mieux la fois prochaine. Oui. Alors c'est vrai, Olivier Luminet, qu'on avait vu des psychologues, des philosophes, même des économistes dire les choses ne seront jamais plus comme avant. On voit que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Comment vous, le psy, vous analysez ça, cette volonté d'un monde différent qui ne s'est pas concrétisé aujourd'hui et avec quelles conséquences ? Ben c'est vrai qu'il y a une certaine rupture entre ce qu'on a vécu juste avant la crise Covid, où il y avait quand même des grands élans, notamment par rapport au risque au niveau de la crise climatique, de grandes manifestations notamment. Ce phénomène a complètement disparu. Je pense qu'une partie de l'explication, c'est qu'il y a eu effectivement certaines privations qui ont conduit alors à des comportements excessifs. C'est vrai, on n'a pas pu voyager pendant cette période-là, donc on va le faire encore plus qu'avant. On sait que ça a peut-être des impacts négatifs, mais on va essayer de mettre ça derrière notre tête, ne pas trop y penser. Donc je dirais que malheureusement, il n'y a peut-être pas eu ce recul suffisant pour analyser la situation, et ce retour à ces comportements d'avant, il pose toute une série de questions et ils n'ont peut-être pas été suffisamment accompagnés. Je pense qu'il n'y a pas eu une réflexion aussi au niveau plus sociétal, au niveau politique, du fait que l'impact a été tel à ce moment-là que le retour à la vie normale risquait de provoquer des tensions et des frictions entre plusieurs groupes de la société. Ouais. Et vous vous attendiez à ça finalement, ou alors vous y avez cru à ce monde qui serait totalement différent? Je ne pensais pas qu'on allait arriver à l'endroit où on se trouve aujourd'hui, pour toute une série de raisons. Et je dirais même uniquement dans ma sphère de spécialité, qui est la psychologie de la santé, par exemple, je pensais que les gens allaient garder plus de leçons de ce qui s'était passé. Mon grand étonnement, par exemple, c'est à l'automne, quand il y a eu l'élévation des infections Covid et grippe, que naturellement les gens n'aient pas réadopté le masque, au moins par exemple dans les milieux hospitaliers, par exemple, qui est vraiment le lieu dans lequel il y a un risque évident de propagation des infections. Même ce genre d'habitude, même pas étendu à toute la société, mais uniquement dans ces endroits très spécifiques, ne s'est pas produite en fait. Comme si il n'y avait pas vraiment eu un apprentissage de toute une série de choses qui paraissaient quand même relativement claires pour les gens. Donc ça veut dire que ce genre de message par rapport, par exemple, à des risques sanitaires, ça doit toujours être expliqué.
toujours dans la nuance, mais que ce n'est pas des choses qui sont acquises pour toujours. Il y a même un rejet pour certaines personnes. On a vu des reportages en disant « moi, le masque, plus jamais ça, le confinement, plus jamais ça, je ne l'accepterai plus jamais ». Ça ne vous étonne pas, ce genre de réaction ? Moi, j'ajoute un élément pour essayer de comprendre. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça, mais j'ajoute un élément, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les crises ne se sont pas arrêtées après la fin du Covid et d'autres ont suivi. Et quand on parle des hôpitaux, les hôpitaux sont restés sous pression sans discontinuer, avec plein de personnel qui quittent. Et donc, effectivement, on se retrouve avec des gens qui, depuis 5 ans, sont dans un tunnel en continu. Et donc, effectivement, s'arrêter pour dire, tiens, il y a une épidémie de grippe Covid qui arrive, on va reprendre les gestes barrières. Je pense que pour certaines équipes, ça doit être inaudible, inenvisageable, parce que c'est rajouter une couche dans cette situation. Est-ce que dans votre secteur aujourd'hui, par rapport à ça, par toute cette solidarité qu'il y a eu à un moment donné avec les soignants, est-ce qu'il y a une grande désillusion dans votre secteur aujourd'hui par rapport à ça ? Alors, il y a le constat que d'abord avec le public, avec la population, il y a toujours plein de choses qui sont possibles à construire, qui se construisent au jour le jour. Ça, c'est un élément moteur de motivation. Vis-à-vis des autorités, quant à l'attention apportée de la santé mentale, on trouve qu'il y a pas mal de choses qui se sont améliorées. Mais quand on arrive à la question qui fâche, c'est-à-dire la question des moyens, là, on se retrouve face à un mur. Il y a des moyens qui ont été débloqués pour certaines choses, mais notamment pour tout ce qui est l'accueil dans les services de santé mentale ambulatoires, par exemple en région bruxelloise, on est dans la même situation que 2008 en termes de capacité à répondre aux gens. Et donc, on est face à des manques énormes et sur lesquels on n'obtient pas de réponse. Parce que les gens disent les caisses sont vides. Oui, alors pour vous, est-ce qu'il y a aussi, est-ce que le monde politique a pris ses responsabilités après la crise, ou quand on voit par exemple effectivement qu'au niveau du personnel infirmier, c'est toujours la galère, ou en tout cas c'est ce qu'il témoigne. Pour vous, il y a eu un manque de prise de responsabilité à un moment donné ? Alors je pense qu'il y a eu une prise de conscience de l'importance de la question de la santé mentale. C'est devenu vraiment un sujet d'actualité. C'était mis en avant-plan, par exemple, dans la dernière campagne électorale par tous les partis politiques. Donc la prise de conscience est là. Maintenant, c'est les moyens d'action. Et moi, ce que je regrette particulièrement, c'est que les moyens d'action sont surtout sur le curatif, mais ce qui est essentiel, les psychologues de première ligne, c'est quelque chose de très important. Mais il faut absolument mettre en place des politiques de prévention à long terme, parce que ce public fragilisé, on a maintenant une série de gens qui fonctionnent encore, mais qui sont fragilisés et qui seront peut-être les futurs patients de demain. Et ça, à ce niveau-là, la prise de conscience du politique qu'il faut aussi investir dans la prévention santé mentale, c'est pas encore gagné, alors qu'on a pas arrêter de répéter qu'en plus, en termes d'investissement, ce n'étaient pas des investissements coûteux par rapport à toute une série d'autres investissements, et qu'en termes de bénéfices pour toute la société, dans les 5 à 10 ans à venir, si la Belgique investit massivement dans ces politiques-là, elle sera gagnante à tout point de vue sur le bien-être de la population, sur sa santé mentale, et même sur des indicateurs économiques. Alors, juste une question encore par rapport à ce que disait une intervenante. Elle disait, on a vu, il y avait des gens, ceux qui étaient vaccinés pouvaient faire des choses, ceux qui n'étaient pas vaccinés ne le pouvaient pas, donc il y a eu une grande méfiance à ce moment-là. Est-ce qu'il y a encore cette méfiance-là aujourd'hui par rapport à la société ou par rapport à l'autorité ? Est-ce que ça, c'est durablement inscrit selon vous ? Il y a plus de clivage. On sent, il suffit d'ouvrir les médias aussi pour s'en rendre compte. C'est un des aspects négatifs de ce qui s'est passé pendant la période Covid, c'est-à-dire à un moment donné qu'une partie de la société désigne une autre partie comme source de problèmes. Et il y a eu même un jeu de ping-pong à un moment donné, c'est-à-dire qu'on accusait les jeunes de menacer la santé des personnes âgées, puis on accusait les personnes âgées de menacer la santé des jeunes, et puis rebelote. Et donc ce jeu de ping-pong était mortifère pour une société, et encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne se vit plus comme solidaires les uns vis-à-vis des autres, mais l'autre peut être vu comme une menace potentielle si elle n'adopte pas les comportements X,
Y vous êtes. Oui, vous avez cette impression-là aussi, c'est un constat amer hein, que vous faites par rapport à la situation. Vous partagez ce constat? Je partage ce constat et je pense que c'est en partie parce que le dialogue direct est plus compliqué. En fait, il se passe de manière interposée, mais le contact direct entre les personnes a de moins en moins lieu. J'évoquais tout à l'heure le travail. Le fait d'avoir généralisé le télétravail dans certains secteurs, c'est vraiment dommageable parce que c'est dans le contact de tous les jours, dans l'informel en fait, que se nouent des situations de dialogue où on peut entendre d'autres points de vue. Et je pense que par rapport à ce que vous évoquiez, une des difficultés de ces clivages, ce sont des groupes qui ne se fréquentent plus et donc qui n'ont pas la possibilité de ce dialogue en direct. Ben merci. Oui, si très je peux rapidement. Une dernière chose, quand même, une note d'espoir. Je pense que les gens ont envie, malgré tout, de fonctionner différemment, pour peu que l'on puisse offrir toute une série de services qui les accompagnent pour construire les choses autrement. Les gens sont en attente de liens et de liens positifs. Ben merci en tout cas d'avoir partagé votre expérience sur ce plateau et de terminer hein, sur cette note d'espoir. On en a bien besoin. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve avec plaisir demain. Très bonne soirée à tous.